Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une carte graphique particulièrement imposante et intéressante pour la 1440p et la 4K. Je vous propose qu'on s'attaque à la RTX 4070 Ti et en plus de ça c'est le modèle Asus ROG et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com, ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui on a vraiment de la chance parce que Asus a décidé de nous envoyer un gros monstre ici avec la RTX 4070 Ti en modèle Asus ROG. Et franchement, les nouvelles Asus ROG, faut dire que ça claque quand même. Là, un grand merci à Asus de m'avoir envoyé ce modèle. Je le trouve particulièrement sympathique. Mais on va découvrir ça tout au long de la vidéo. Faut quand même avoir un avis impartial sur le produit, même s'il nous fait briller les yeux. Donc, je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va voir un petit peu l'unboxing, même si c'est une carte graphique, donc il n'y a pas grand chose à dire. On va finir directement sur le design, les spécifications techniques, le protocole de test, les résultats des tests. Et puis après, bien entendu, on va voir la partie undervolting, overclocking. On poursuivra avec justement les nuisances sonores, la température, et puis on finira avec la consommation. Et puis on fera une petite conclusion à la fin. En ce qui concerne déjà l'unboxing et le design de ce modèle, alors l'unboxing c'est très simple. Et on va retrouver déjà sur l'emballage du bleu et du rouge pour symboliser un petit peu la carte graphique qu'on retrouve à l'intérieur, qui va avoir un petit peu ses coloris. Et puis du coup, une fois qu'on déballe un petit peu tout ça, on se retrouve directement nez à nez avec le parpaing. Pourquoi je dis que c'est un parpaing? Mais vous avez vu un peu la taille de cette carte graphique ou quoi? Mes mains semblent toutes petites. Alors oui, j'ai pas les plus grandes mains possibles, mais quand même, on est sur un truc plutôt imposant. Et là, quand vous allez le voir sur la carte mère, vous allez comprendre de quel genre de monstre on parle. À l'intérieur, justement, du reste du packaging, on retrouve comme d'habitude le CD d'install et puis quelques fioritures de chez Asus avec des autocollants ici et là. Et là, maintenant qu'on a vu la bête, je suis désolé, mais le contenu du carton nous intéresse que très peu parce que vraiment, il y a un monstre à aller voir. Donc là, on retrouve une carte graphique qui est quand même monstrueuse, vraiment des dimensions assez imposantes, des coloris plutôt vifs qui vont vous permettre de vraiment taper à l'œil au maximum. Évidemment, le modèle profitera des LED pour souligner un petit peu l'ego et le prestige qu'a le client quand il achète ce genre de monstre. En termes de design, il y a un truc qui est un peu original. Je trouvais que c'était pas forcément une très bonne idée à la base en image, mais au final, quand on le voit en vrai, je trouve que ça claque quand même pas mal. C'est justement le logo ROG qui est directement intégré sur la carte au niveau des ventilateurs, tout ça, avec des teintes bleues et rouges. Alors ça fait un joli dégradé, ça passe par le violet, etc. C'est juste magnifique quand c'est bien éclairé. Et puis justement au niveau de la backplate derrière, un petit peu plus sobre et épuré. On a toujours ces écritures en effet miroir qui sont assez sympathiques. Mais ça se raye très très vite. Mon modèle est arrivé rayé d'ailleurs, mais bon, Asus est au courant. Voilà, je vous préviens, si jamais vous avez ce modèle, ça se raye extrêmement vite, donc faites très attention quand vous manipulez la carte. Ça retient également extrêmement bien les traces de doigts. Enfin, si jamais vous voulez faire un sale coup et que vous voulez l'empreinte digitale de quelqu'un, vous lui faites toucher la carte, bim, c'est bon, vous avez l'empreinte à vie. Il n'y a pas de souci quoi. Là, vous devriez pouvoir faire n'importe quelle magouille derrière sans aucun problème. Trêve de plaisanterie, on va toujours avoir justement cette backplate perforée sur une partie de la carte pour pouvoir faire traverser l'air. Et puis après, sinon, sur tout le reste, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part que le modèle est franchement bien réussi et plutôt imposant. Je vous propose qu'on parte d'ailleurs sur les spécifications techniques de la bête. Alors là, au niveau des dimensions, c'est assez imposant, comme vous devez vous en douter. Donc, en ce qui concerne les dimensions de la bête, on se retrouve ici pour une carte graphique qui va faire une longueur de 33,6 cm, une largeur de 15 cm, donc oui, c'est aussi haut que certains ventirades, et puis l'épaisseur 6,3 cm, donc ouais, un petit monstre qui fait plutôt plaisir, sans pour autant atteindre les dimensions des 4090, etc. Mais je trouve que ça reste quand même déjà plutôt très imposant. En ce qui va concerner les spécifications techniques de la puce graphique qui est à l'intérieur, donc la RTX 4070 Ti, on se retrouve toujours sur une puce gravée en 4 nanomètres. On va retrouver ici un TDP annoncé de 285 watts, alors c'est pas spécifique à ce modèle là, c'est la spécification de la puce au global. 7680 cœurs CUDA, 60 RT Core, et puis on va retrouver également 240 Tensor Core, donc ça pour l'applicatif ça va être plutôt intéressant. Au niveau de la mémoire ici on va retrouver 12 Go de GDDR6X, et puis malheureusement on va retrouver ici un bus de 192 bits. Alors pourquoi malheureusement? Parce que ce sera toujours un bridage quelque part ici, ce bus qui reste tout petit. Dans une carte ultra de gamme, on a des bus tout petits quoi. Alors oui, au niveau des performances, ça se reflète pas forcément dans tous les usages, mais là on a des bus encore plus petits qu'avant quoi. Je veux dire, on est passé de la génération 1000 où d'un côté tu avais des cartes ultra haut de gamme qui avaient 384 bits au niveau de la mémoire, en face chez AMD tu avais de l'HBM2 en 2000 bits, et puis là après tu passes au 2000, c'était un peu plus petit, la HBM2 elle a disparu, les 3000 c'était pas encore trop le cas.
Et puis là, tu passes sur des cartes ultra haut de gamme en 192 bits, quoi. Ça veut dire que bientôt, vous allez avoir des cartes graphiques en 64 bits comme les processeurs. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est dommage qu'on en arrive là quand même, hein, je trouve. Hein. Bref, alors je vous dirais bien à voir si cela bride les performances, mais on va avoir un autre bridage plus important dans les tests, vous verrez, on en reparlera un petit peu après. Donc au niveau des spécifications techniques, comme vous pouvez voir, c'est plutôt intéressant, on a une carte qui est plutôt bien équipée, bien armée. Maintenant on va passer au protocole de test et puis les tests. Protocole de test, comment ça s'est passé? Bah j'ai mis cette carte graphique sur ma plateforme de test, donc le 11700K, Z590 Unify, 16 Go de RAM en 3600 MHz casse 18 de chez G-Skill. J'ai commencé à faire mes tests, on s'est rendu compte qu'on avait un bottleneck plutôt massif ici, de quelques pourcents, genre 5 à 10% en 4K. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement avoir cette carte dans des vieilles configurations qui auraient éventuellement du 11e génération de chez Intel, faites attention au bottleneck plutôt massif que vous pouvez rencontrer. Il y a des moments où ça étouffe un peu trop la carte, quoi. Donc là, ça va vous donner un ordre d'idée de ce qui est capable la carte, mais dites-vous que en temps normal, vous êtes capable d'aller chercher plus de FPS, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous recommande très fortement d'aller voir les tests qu'a réalisé Corner Jack sur la revue. Alors, c'était pas le modèle Asus ROG, lui, il a testé 1 gigabit en RTX 4070 Ti, mais je vous invite très fortement à aller voir justement ce que lui, il a fait, parce que comme ça, vous aurez une idée des performances sans le bottleneck de mon processeur. Mais on devrait mettre à jour justement ma plateforme pour éviter de reproduire cette erreur ici, parce que le bottleneck c'est quand même assez important ici, surtout quand on essaie de tester des cartes comme ça. Donc on est plutôt là pour vous donner un ordre d'idée de ce que vaut la carte que pour vous donner des performances très précises, malheureusement. En ce qui concerne justement le reste du protocole des tests, et bah vous allez avoir toujours la même liste de jeux que ce qu'on avait testé sur la RTX 4060 Ti. Et puis bah par contre, là on va retrouver encore une fois à côté des graphiques professionnels qui vont concerner Blender, Premiere Pro. Alors moi j'ai l'édition 2020 de Premiere Pro, donc ça commence à dater un petit peu, mais ça devrait déjà vous donner un ordre d'idée. Puis on va retrouver également DaVinci Resolve qui lui profite pleinement de l'accélération graphique des cartes graphiques. Ça permet vraiment d'avoir une excellente idée de ce qu'est capable de donner la carte sur des utilisations comme le montage vidéo, etc. Alors au niveau justement des résolutions qui ont été testées, on est resté entre la 2K et la 4K parce que la 1080p c'est clairement trop facile et là j'aurais même pas imaginé le bottleneck qu'on se serait tapé avec mon processeur. Déjà qu'en 2K, autant vous dire qu'il y avait des jeux où ça taclait plutôt pas mal. En 4K, il y avait même certains jeux où ça arrivait encore à bottleneck. Même si on monte les résolutions, on voit que mon processeur arrive encore à brider. Donc là, on voit qu'on atteint quand même des niveaux de performance qui sont particulièrement insolents. Mieux que ça, c'est indécent. Et du coup, bah, je vous laisse profiter des graphiques et puis on en reparle juste après. Voilà, comme vous avez vu, on a quand même un niveau de performance assez insolent avec cette carte graphique parce qu'on se retrouve quand même à des taux de FPS, c'est indécent, hein. C'est indécent quand même. 1440p,
quasiment tous les jeux, même en AAA, vous êtes à plus de 100 FPS, il n'y a aucun souci. Vous jouez à des jeux compétitifs comme Apex, bim, vous tapez des gros FPS aussi. Vous jouez à R6, il n'y a même pas besoin de cette carte graphique pour R6 parce que même en 4K elle s'emmerde cette carte. 226 FPS de moyenne en 4K sur R6, c'est vraiment aberrant la puissance qu'on a maintenant. En professionnel, on voit qu'on a un énorme écart sur Blender par rapport à la 4060 Ti, donc ça c'est vraiment intéressant pour les professionnels. Je pense que c'est un peu lié au bus mémoire qui sera un peu plus gros. Un peu lié aussi à la mémoire qui est un peu plus grosse, beaucoup lié à la puce graphique qui est juste énorme à côté de la 4060 Ti. Franchement, pour ceux qui font de l'applicatif, je pense que ça peut être une excellente carte ici sans pour autant débourser. J'allais dire sans pour autant débourser une blinde, mais on a quand même ici un modèle qui se vend autour des 1000 €. Donc, Mais en général, si vous achetez une Asus ROG, c'est parce que vous voulez mettre un peu les mains dedans et là vous voulez voir ou de l'overclocking ou de l'undervolting. L'undervolting, j'ai encore une fois fait un burn et puis j'ai regardé à quelle fréquence on arrive à se stabiliser et du coup j'ai baissé au maximum la tension par rapport à la fréquence qu'elle était capable d'atteindre de manière stabilisée. Donc du coup on se retrouve avec encore une fois une petite baisse de performance par rapport à ce qu'elle est capable de donner à stock parce que tout simplement on n'a plus justement cette gestion de la fréquence en fonction de la température étant donné qu'on est vraiment stable. Alors ça fait que quand elle était censée être plus basse, on arrive à être plus haut, mais quand on était censé être plus haut, bah on est toujours plus bas quoi. Ça va lisser, mais en général on va perdre un petit peu de performance. Ça va pas très loin, ça va autour de 3-4%. C'est quelque chose à souligner ici, même si on gagne quand même pas mal en watts, et bah on va perdre un petit peu en performance. Donc pour l'undervolting, on arrivait à une fréquence de 2865 MHz, et puis pour ce qui concerne le voltage, on arrivait ici à les tenir pour environ 960 mV, donc ça fait quand même une tension qui est légèrement plus basse que ce qu'on avait à la base. Ça va permettre de gagner un peu de watts. Et en ce qui concerne l'overclocking, cette fois-ci encore, on va pas toucher le truc le plus précis possible, on essaie de dégrossir au maximum et avoir le truc le plus stable possible pour que ça tienne sur les différents tests. Et là du coup on se retrouve avec un overclocking qui est quand même plutôt agressif grâce au power limit que Asus a quand même plutôt bien débloqué ici, donc les overclockers devraient se faire plaisir avec cette fameuse 4070 Ti. Donc on retrouve quand même un power limit de 128%, alors c'est quand même élevé quoi. Je veux dire, vous pouvez augmenter la consommation de 28% par rapport à ce qu'elle annonce à la base. Donc c'est quand même particulièrement élevé selon moi et ça va vous permettre de quand même plutôt bien mettre les mains dedans. Encore une fois, au niveau de la mémoire, on arrive à atteindre quand même des bons scores sur MSI Afterburner. J'ai réussi à faire un plus 1800 ici sur la mémoire. Et au niveau justement des fréquences qu'on peut atteindre ici avec cette carte graphique, on va être autour des 3100 MHz à peu près. Donc on voit qu'on arrive à peu près à gagner 300 MHz par rapport à la fréquence qu'elle atteint globalement à la base. Donc le modèle Asus vous permet de pousser un petit peu plus les limites et c'est pas mal. Je pense que les overclockers qui voudront même aller encore plus loin, passer sous water cooling custom, etc., ils arriveront même à tenir des scores encore plus gros que ce que j'ai eu. Et puis moi de toute façon je suis pas un pro en overclocking, donc il n'y aura pas trop de mal à me dépasser sans aucun doute. Mais on voit quand même que le modèle a quand même un gros potentiel ici. D'ailleurs je vous laisse regarder les scores et puis on en reparle juste après. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça donnait en overclocking et en undervolting, et ben on va regarder un petit peu tout ce que au niveau de la consommation, de la chauffe et puis des nuisances sonores. Alors en ce qui va concerner la consommation, c'est plutôt simple. Là, je vais vous afficher un graphique tout de suite à l'écran. C'est une consommation qui va être relevée sur superposition benchmark en version 4K. Là on est en full extrême, tous les réglages sont au maximum. Et puis on va relever la consommation maximum qu'a pu atteindre cette carte graphique. Et là on va voir une petite différence quand même. Donc on est sur des cartes qui consomment quand même nettement plus que ce qu'on peut relever avec une RTX 3060 Ti ou une 4060 Ti comme vous pouvez voir, mais on a quand même une consommation qui reste plutôt maîtrisée parce que c'est une consommation qu'avaient notamment les anciens modèles haut de gamme. Je pense à la 2080 Ti qui avait à peu près ça, la 3080 qui pouvait avoir ce genre de consommation également, donc ça reste plutôt correct on va dire. Bon, 3080 ça prend avec des pincettes parce que la 3080 par exemple, Gaming Geeks Trio qu'on avait testé sur ma chaîne, elle arrivait à monter autour des 380 watts, donc nettement plus élevé que ce qui est capable de donner cette carte. C'est là aussi qu'on voit l'efficacité énergétique
qui est capable de produire cette nouvelle architecture. Et puis bien entendu, on va poursuivre ici avec les températures, étant donné que c'est étroitement lié à la consommation. Et là pour la température, on va passer sur une Engine Valley pendant 5 minutes, et puis je vais faire tourner le ventilateur de manière stabilisée à 65% pour chaque mode, et ça va permettre de comparer du coup le gain ou la perte en température de chaque mode qu'on a testé, donc que ce soit overclocké, undervolté ou à stock. Et là comme vous pouvez voir, la carte graphique a quand même gagné quelques degrés qui ne sont pas négligeables en undervolting, et puis après au niveau de justement de overclocking, on a pris quelques degrés. Alors évidemment, si vous passez sur water cooling custom, etc., vous pourrez bien entendu gratter encore un petit peu plus sur ce paramètre ici, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. À préciser que du coup les températures que vous voyez, ce sont des deltas, donc on n'a pas la température de la pièce dedans. Ça veut dire que par exemple si ma pièce était très chaude, parce qu'à l'heure actuelle on est autour des 28-30 degrés quoi, et ça veut dire que j'enlève les 30 degrés qu'il fait dans ma pièce à justement la température qui est relevée sur HW Info 64. Et justement si par exemple vous aviez 60 degrés, ne couchez-vous sur les graphiques, vous verrez 30 degrés parce que 60 moins 30, ça fait 30. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que les cartes graphiques sont super froides, alors qu'en fait c'est juste qu'il n'y a pas la température de la pièce dedans. Et du coup en ce qui concerne le dernier point à vérifier, c'est ce qui concerne bien entendu les nuisances sonores. Et comme d'habitude je me place à 20 cm avec mon sonomètre, et puis là je teste à 50% de la vitesse des ventilateurs, 75% de la vitesse des ventilateurs et 100% de la vitesse des ventilateurs, plus un autre réglage qui est la vitesse maximum atteinte durant les tests, pour vous donner une petite idée dans un usage classique à quelle nuisance sonore elle est capable de situer. Ça devrait vous donner quand même une petite idée de tout ça. Je vous laisse regarder encore une fois les graphiques et puis on enchaîne directement avec la conclusion. Pour avoir une conclusion plutôt fiable, on va commencer directement par parler du prix. On est ici avec un modèle qui tourne à peu près autour des 1050 € au moins cher. Et puis si vous allez chez LDLC, on est autour des 1250 €. 1200, 1250 €, voilà, la taxe LDLC est très présente. On n'est pas là pour parler de ça. Ça dépend vraiment de sur quel site vous allez. Vous êtes entre 1000 et 1200 € pour ce modèle. Moi, bien entendu, je vous ai pris le prix le plus bas pour faire mes graphiques. Et du coup, on se retrouve ici avec les graphiques, bien entendu, de FPS par euro dépensé, et puis là bien entendu plus c'est élevé et plus mieux c'est. En termes d'FPS par euro, effectivement c'est un peu moins intéressant que des cartes graphiques un peu plus d'entrée de gamme. Pour conclure justement sur le rapport performance-prix qui a justement cette RTX 4070 Ti, on va se retrouver ici. Si on se base sur les tests justement de notre ami Corner Jack sur la revue, on va avoir des performances relativement similaires à une RX 6950 XT. On a beaucoup de tests synthétiques et quelques tests justement en gaming pour comparer ces deux cartes dans sa revue. Ça va permettre d'avoir une petite idée ici. Alors bien entendu, on compare pas forcément dans tout ce qui va être professionnel parce que Nvidia a un gros avantage ici dans tout ce qui est pro. Déjà, c'est bien mieux optimisé, par exemple sur Blender et tous les logiciels de modélisation 3D. Les 4000 vont avoir un énorme avantage ici grâce à la nouvelle génération des Tensor Core, des RT Core, etc. Donc c'est pas comparable à ce niveau là. Et là on va dire que si vous jouez pas avec le ray tracing, la 6950 XT est forcément une option à prendre en compte ici, parce qu'on va voir quand même ici une 6950 XT d'AMD avec un modèle XFX 3 ventilateurs à seulement 630 €. 630 € ici, si vous devez le comparer à cette 4070 Ti qui même pour les modèles les moins chers tourne autour des 900 €, vous avez quand même ici une différence de 270 € qui n'est pas négligeable pour des performances relativement similaires. Bien évidemment, la 6950 XT sera une option à prendre en compte. Donc si on doit vraiment résumer tout ce que je viens de dire ici, si vous faites que du gaming pur et dur sans ray tracing, et la 6950 XT est une excellente offre ici qui fait face à cette 4070 Ti. Et en revanche ici, si vous êtes plutôt du genre à privilégier la consommation basse et ou faire de l'applicatif en veux-tu en voilà avec de la modélisation 3D très costaud ou tout simplement un usage plutôt professionnel ici, je pense forcément que la RTX 4070 Ti sera un avantage ici pour toi, étant donné qu'elle sera plus performante dans ces domaines-là. Mais en tout cas, au niveau des performances qu'elle révèle, c'est juste aberrant quoi, c'est vraiment aberrant. On a quand même une carte graphique qui est particulièrement performante. Selon moi, pour du gaming, on atteint quasiment le maximum dont vous avez besoin, même bridé avec mon processeur. On a quand même une carte graphique qui atteint 200 FPS sur des FPS en 4K, en full ultra, enfin je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus, mais c'est quand même aberrant. En DLSS, ça s'en sort très bien, sans DLSS, ça s'en sort très bien. Je pense que même en ray tracing, il n'y a pas trop de questions à se poser. La carte graphique, elle en a sous le pied, il y a zéro souci ici. La consommation, je la trouve plutôt maîtrisée. En undervolting, on peut gratter encore un peu, même si je trouve que c'est pas forcément très intéressant d'aller chercher. Alors c'est toujours bon à prendre, hein, c'est de la chauffe en moins, de la consommation en moins, même si je trouve que c'est un peu moins intéressant que ce qu'on pourrait donner par exemple avec les générations 3000. Nvidia a fait des réglages un petit peu plus serrés ici.
pour profiter un petit peu mieux de l'efficacité énergétique qu'apportait le 4 nanomètres certainement. Donc c'est pour ça aussi qu'en général en undervolting on n'arrive pas à gratter énormément par rapport à ce qu'on pourrait faire avec la génération 3000. Après, en ce qui concerne particulièrement le modèle de Chasus Rogue, je trouve que le modèle est très réussi. C'est très silencieux. Bon, par rapport à la taille du truc, on s'en doutait un petit peu. Sinon, bah, pour le reste du modèle, franchement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le modèle est super costaud, la mémoire est plutôt bien refroidie. On a un modèle qui est quand même vraiment imposant et qui saura convaincre les overclockers une fois de plus. Donc selon moi, il respecte encore une fois très bien l'idéologie de la gamme Rogue et il n'y a pas trop de soucis quoi. Je pense qu'il y a largement de quoi faire plaisir à tout le monde ici. Que ce soit pour le design ou pour les performances, le modèle répond plutôt bien à ses exigences. Je trouve que le prix est quand même un petit peu élevé pour une carte graphique, mais bon, on va dire que ceux qui aiment bien partir sur ce genre de gamme en général, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.